Bon, les gars, bon à tirer, épisode 9. Voilà, cette fois-ci, je ne me trompe pas dans le comptage, on est bon. Je suis en compagnie de Moss Mayorum. Comment ça va, Moss? Eh ben, ça va très bien, le hussard. Bon, ce qui est formidable, c'est que 2 secondes avant, là, pendant qu'on chauffait avant d'enregistrer, on était en train de hurler dans nos micros comme des énormes autistes. Et là, voilà, on est en mode calme, on est posé. Voilà. On est en mode ASMR Voilà. parce qu'il va être question de billets, de bifetons, d'oseille, de ronds, De de flouze. patates, Ouais, enfin de bref, thunes. d'argent, quoi. Ouais, en fait, on a choisi de prendre un sujet pas du tout clivant, un sujet qui met tous les Français d'accord, tu vois, vraiment un sujet vraiment qui est pas du tout un problème, voilà, un élément qui va provoquer des divisions internes assez fortes. On va parler de thunes, on va parler d'argent et du rapport à l'argent que peuvent avoir les écrivains ou les personnages de fiction, enfin bref, de l'argent en littérature. Gros sujet qui bien sûr résonne avec l'actualité puisque, alors je sais pas si ce sera encore le cas quand les gens pourront écouter ce podcast, mais il y a en ce moment en France toute une démarche du gouvernement pour arriver à boucler le budget de l'année prochaine, ce qui veut dire en langage socialiste français de mettre des nouvelles taxes et des nouveaux impôts de façon à écraser le plus possible les gens productifs dans ce pays et à pouvoir continuer à acheter la paix sociale à coups de millions pour tous ceux qui branlent rien. Voilà, donc les termes ont été dits déjà. On s'était dit bon, voilà, que c'était intéressant de voir aussi d'où ça venait culturellement, comment ça s'était manifesté. Est-ce qu'il y avait des contre-courants? Est-ce qu'il y avait, on peut faire une contre-histoire de l'argent en littérature? Voilà, est-ce qu'il y a des choses comme ça? En tout cas, esquisser, parce qu'évidemment, c'est un sujet tellement vaste qu'on pourrait en faire toute une saison de podcast sans aucun problème. Mais voilà, je pense qu'il y a des choses vraiment intéressantes à dire. Est-ce que t'es hypé? Est-ce que t'es hypé, Moss? Ah bah moi, je suis totalement hypé. Et je vais commencer par une petite actu, du coup. Ouais, vas-y, régale-nous. Vous le savez, le nouveau livre des éditions Carmin est annoncé. C'est donc la traduction de Social Justice Fallacies de Thomas Sowell, économiste. Et justement, en fait, ça résonne pas mal avec ce thème parce que, quelque part, ça va vous donner peut-être une grille de lecture supplémentaire pour interpréter une bonne partie des politiques, soi-disant sociales mises en œuvre, en fait, confrontés à leurs conséquences et à leurs résultats et leurs fruits, en fait. Parce que c'est un peu ça la logique de Thomas Sowell, c'est de dire, bah écoutez, arrêtez de comparer les choses en matière d'intention, comparez plutôt les résultats. Voilà. Donc je vous ai fait très très court. C'est passionnant. 40 ou 50 ans de la pensée de Thomas Sowell, c'est arrêtez de vous demander si machin a des meilleures intentions que truc. En fait, globalement, ils vont tous faire un programme qui marche pour la réélection qui vient et les 2 prochaines années. Et puis en fait, les vrais résultats, ils sont dans 15 ans. Et en fait, à ce moment-là, il n'y aura plus personne pour se demander tiens, mais d'où vient ce problème? Ouais. Et ce sera trop tard. Oui, alors c'est vraiment intéressant. En plus, Sowell, c'est vraiment un grand nom du côté anglo-saxon. Alors, il a déjà été traduit en français ou oui, oui. Ouais, je il y crois a déjà eu des traductions sur Basic Economics. Oui, tout à fait, c'est à ça que je pensais. L'économie basique. Et il me semble qu'il y a eu aussi une traduction sur son travail sur les groupes ethniques qui a été fait par Laurent Oberton. Ah ouais. Putain, absurde, il a préfacé, Oberton a préfacé le truc. Je crois que c'est un éditeur indépendant, donc je saurais pas te dire. Il doit y avoir ça encore sur Amazon qui doit traîner. Ok. Mais oui, il y a eu 1 ou 2 livres de lui qui ont déjà été traduits. Par contre, c'est vrai qu'il est vachement moins connu que ce qu'il devrait. Ouais, tout à fait. C'est un type qui a un parcours de vie absolument incroyable. Je te dis ça parce que je me suis penché un peu sur son début de vie en préparant du coup la campagne de financement et tout ça. Ouais. Et en fait, c'est vraiment un gars, littéralement, il est l'incarnation du gars qui réussit tout seul. Mais en fait, vraiment, tu prends tous les trucs qui auraient pu mal tourner, tu coches le bingo des désavantages de la vie qui t'empêchent soi-disant de réussir dans la vie. Je pense qu'il coche à peu près toutes les cases. En fait, il était orphelin. Son père et sa mère sont tous les deux décédés quand il avait même pas 5 ans. Il s'est retrouvé à être hébergé par une grande tante qui, globalement, était dans une famille absolument pouilleuse. Il n'avait pas l'électricité quand il était gamin. Il s'est retrouvé dans un collège public, lycée public, ça se passait vraiment pas bien. Il a fini par quitter l'école. Et en fait, il s'est retrouvé embarqué au moment de la guerre de Corée dans les Marines américains, dépêché là-bas. Et en fait, une fois qu'il est revenu, il s'est remis à faire des études. Comme beaucoup. Et il a été SDF pendant une partie de sa vie. Ouais. Tu vois. Enfin, c'est genre. Et il est noir. C'est Et il est noir. insane, hein. Surtout. Et il est noir. Ah oui, c'est ça qu'il faut j'ai quand pas même, précisé, mais c'est dire, dans le contexte américain, ça peut être important. Exactement. Aussi. Surtout dans le contexte des années 50 aux États-Unis, c'est Ouais. quand même très important. Ouais, donc c'est. Et voilà. Et le gars finit à Harvard.
en tant que prof, Ouais, tu vois. non, Enfin, non, mais il a glow up. Tu peux pas faire Il a glow une up. plus belle réussite que ça. Ouais, Quoi. il a stonks. Non, écoute, franchement, très très beau projet et c'est vraiment cool que vous ayez pu lancer ça. La campagne dure jusqu'à quand? T'as les dates en tête? Alors écoute, au moment où on enregistre, je n'ai pas les dates. Ah, zut alors. Gretouille. Donc tu vois, c'est ça le problème. Non, en fait, ce qu'on s'était dit, c'est qu'on essayait de finir la campagne pour début décembre et que du coup, on essaie d'avoir des livraisons des livres pour Noël. Je te dis ça, c'est très compliqué hein, parce Ouais. qu'au moment où on enregistre, je suis encore en train de me bagarrer avec les ayants droit sur la couverture et quelques bricoles du même style. Je vois tout à fait. Donc, pour l'instant, en fait, j'ai un BAT qui est un peu bloqué. Si tu D'accord, veux. d'accord. Bon, Voilà. bah écoute, on espère que ça va se débloquer et en tout cas, j'invite les gens à se pencher sur le travail de Thomas Sowell. C'est vraiment un personnage qu'il faut découvrir. On aura peut-être l'occasion de mentionner 2-3 noms de gens qui ont fait un peu d'économie dans ce podcast et vraiment, c'est bien de commencer par lui parce que franchement, voilà, c'est un grand nom. Du côté de la Giberne, alors on n'a pas d'économie prévue. Par contre, on a des gros coups d'épée dans le sens de la hauteur qui arrivent pour Noël. Je peux déjà annoncer que ça devrait. Voilà, vous les aurez pour Noël si vous en donnez les moyens en tout cas. Ça sortira. Voilà, je pense que le prochain titre de la maison sortira début décembre, fin novembre, début décembre. Et il sera comme d'habitude précédé d'un petit trailer pour réjouir les gens et pour leur donner un peu l'eau à la bouche qui sortira mi-novembre. Voilà, donc je tease un peu comme ça, vous avez cette petite information. Abonnez-vous, activez la cloche et vous ne raterez pas cette grande occasion. Voilà, cette grande occasion de la littérature. Eh ben, écoute, ça m'a l'air réjouissant tout ça. Est-ce qu'il nous reste encore autre chose? Peut-être d'inviter les gens à s'abonner, à partager tout ça? Tout à fait. Non. Tout à fait. Alors vraiment d'ailleurs, les retours des gens me régalent. C'est-à-dire, je sais pas toi ce que tu as, mais chaque semaine j'ai des mecs qui m'écrivent en DM, qui m'envoient. J'ai même eu des mails. J'ai des mecs qui m'écrivent par mail pour me dire j'ai adoré machin truc, le podcast formidable. Donc ça me fait plaisir. Voilà, je m'aperçois que le podcast forcément c'est une audience qui est plus restreinte que YouTube, mais c'est aussi une audience de gens qui sont vraiment motivés, qui reviennent chaque semaine, qui sont intéressés par ce qu'on fait, par ce qu'on leur explique, et ça fait vraiment chaud au cœur. Donc voilà, on les remercie, on les invite à faire tourner aux copains et on leur dit de ne pas oublier de liker, de s'abonner si ce n'est pas déjà fait, parce que c'est ça aussi qui nous permet de croître et de porter la bonne parole. Eh ben, très bien, sur ce, je propose un petit générique. Regagnez le carré! Alors, comment dire? Là, le sujet est très 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 vaste. Est-ce que ça te va si, un peu comme on a fait la semaine dernière avec la religion, si on procédait de façon un peu chronologique, enfin vaguement chronologique, hein, parce qu'on s'en sortira pas sinon, mais en partant un peu du rapport à l'argent qu'on peut trouver dans la littérature de l'Antiquité, notamment chez les Grecs et les Romains. Et puis après, on progresserait, voilà, on verrait ce que les chrétiens ont fait, ce que les Lumières ont fait, comment la société industrielle a dépassé ça, et en fait, à quoi on arrive aujourd'hui, et en quoi ça éclaire un peu le débat public complètement fou qu'on est en train de voir à venir sur l'argent. Eh ben écoute, ouais, on peut commencer chez les Grecs. Je sais pas si tu avais d'autres civilisations en tête. Non, parce que j'ai pas envie de parler même les Égyptiens Oui. ont parlé de. Oui, c'est vrai. Enfin, dans les C'est vrai, mais alors, dans les mais alors, quelques hiéroglyphes voilà. qui traînent, on a des choses. C'est bon. je crois, Mais sur en fait, non, l'argent, mais là, sur on parle de littérature, si tu veux. Donc, en fait, non, mais c'est pas que voilà, mais j'y connais rien en littérature égyptienne, donc je vais pas me prononcer, tu vois. Genre, vraiment, je ne lis pas les hiéroglyphes, je suis OK Champollion, tu vois. Voilà. Chez les Grecs, moi je considère que le premier à vraiment mettre les pieds dans le plat et à fonder carrément une discipline entière, c'est Xénophon, Ouais, avec ouais, tout à fait. l'économique. En plus, c'est le gars qui, si tu veux, lance le champ d'études de l'économie, en gros. Hein. Oui, tout à fait, tout à fait. Est-ce que tu veux parler un peu de son traité, parce que c'est quand même une curiosité dans le paysage littéraire antique. Si tu veux, c'est une curiosité et en même temps, moi je trouve que c'est un des traités les plus abordables que tu puisses imaginer sur cette Oui, question. c'est Enfin, la c'est base de la vraiment- base. Ouais, c'est la base de la base en fait. C'est en gros, imagine un feat, tu vois, entre un dialogue socratique d'un côté et des questions de, en gros, pas vraiment juste pognon, mais juste, tu vois, c'est quoi la richesse? Qu'est-ce qui fait qu'une maison fonctionne bien? Comment on se sépare les rôles dans une maison, etc. Ouais.
Et en gros, c'est le croisement de ces deux trucs-là. Donc, tu as vraiment la logique du dialogue socratique où tu as vraiment machin qui discute avec truc et qui s'explique les choses. Et en même temps, en fait, il se demande, ouais, mais au fond, mais pourquoi ce cheval, est-ce qu'il a de la valeur? Mais qu'est-ce qui fait que tu es prêt à payer ça cher? Mais ça... Et en fait, il se pose plein de questions. Alors, il y a des Ouais. questions qui sont complètement, on pourrait dire, un peu désuètes, machin, parce que oui, c'est vrai que... Ou enfantine, il y a des questions qui sont d'une évidence, tu vois, on a l'impression que ça mène nulle part. Alors qu'en fait, parfois, justement, c'est en creusant qu'on voit qu'il y a Eh bah quelque ouais, chose de en double fait, fond. tu vois, typiquement, moi je me rappelle d'un passage où il se demande, il dit oui, mais par exemple, cette flûte, elle a de la valeur, elle vaut tant. Ouais, mais en fait, si moi je sais pas jouer de la flûte, bah elle vaut plus Ouais. rien cette flûte. Et tu vois, c'est ce genre de réflexion-là. Ouais. Et typiquement, je trouve que c'est vraiment un très très bon traité pour réfléchir à qu'est-ce qui vaut quelque chose, pourquoi ça Ouais. vaut quelque chose. Et si tu veux, c'est un peu ce que tu retrouves. C'est marrant parce que tu as des théoriciens beaucoup plus récents, notamment je pense à l'école autrichienne et tout ça, qui en fait, quelque part, sont pas si loin de certains des propos de ce discours-là. Tu vois, c'est pas, en fait, c'est pas tellement ringard que même aujourd'hui, tu as des gens qui vont s'inspirer peut-être de certains passages de ce texte pour élaborer certains bouts de théorie. Notamment le côté, en fait, bah ouais, mais si tu payes quelque chose pour ça, c'est que tu en as besoin. C'est que ça Ouais. correspond à un désir que tu en as une utilité. Toute la notion de tu transformes quelque chose qui a pas d'utilité pour toi en quelque chose qui a plus d'utilité pour toi, c'est ça qui crée de la richesse, machin. Toute cette logique-là, en fait, tu l'as déjà dans l'économique de Xénophon. Bon, Ouais. Alors, après, tu as un petit supplément. Et je veux pas te couper, mais en vrai, Vas-y, tu vas-y. as un petit supplément qui régale. C'est que tu as toute la logique du partage des tâches Ah oui, qui est alors ça, oui, c'est vrai. explicado, mais de manière, mais tellement, on va dire, c'est tellement propre, si tu veux. C'est-à-dire que tu imagines, tu vois, tous les discours un peu féministes ambiants, là, sur ouais, mais pourquoi machin il fait ça et pourquoi. Bah, là, en fait, tu as la réponse du mari basé à sa femme, tu vois. Ah oui, en fait le mari qui lui rote la réponse en patriarcal, en fait. Le mec parle même plus grec, en fait, il parle patriarcal, en fait, tu vois. Non, mais en fait, t'as une séance de mansplaining qui dure 30 pages. Mais je Ouais, te promets. Je vois très bien, il est légendaire, ce passage. Et il est là, oui, mais est-ce que tu ne crois pas que ce qui est le plus important, c'est d'accroître le bien de la maison? Et pour cela, il faut bien que l'un de nous deux aille chercher au dehors ce bien, et que l'autre sache s'en occuper au dedans. Et tu vois, en fait, il te sépare les trucs comme ça. Ouais. Enfin bref, vraiment ce passage, masterclass, si vous êtes féministe, allez le lire, parce que vraiment, vous apprendrez des trucs. Franchement, ça vous fera De toute façon, réfléchir lisez à Xénophon, la lisez Xénophon, de toute compréhension façon. de l'organisation de la société et tout ça. Et si vous n'êtes pas féministe, vous allez vous régaler, en fait. Enfin, honnêtement, c'est... Voilà. Le dog whistle de mascu, là, c'est... ah là là, putain, quelle réputation va se taper. Non, en vrai, c'est très intéressant ce que tu as dit, parce que ça offre une très bonne transition vers un élément un peu fondamental, je crois, pour comprendre le rapport à l'argent des écrivains de l'Antiquité, et même des hommes de l'Antiquité en général, qui est, en fait... Bon, il y a deux choses. Il y a d'abord le fait que, en fait, ils réfléchissent pas tellement sur l'argent en tant que tel, mais plutôt sur le travail. Et parce qu'en fait, les pièces de monnaie sont pas si fréquentes. La plupart des gens en fait possèdent tant de vaches, tant de chevaux, tant de maisons, tant de voilà. En fait c'est l'immobilier, c'est les biens concrets, matériels qui déterminent la fortune avant tout. On peut avoir finalement très peu de pièces, les billets n'existent pas, les chèques n'existent pas, enfin voilà, donc on est vraiment dans un autre rapport à l'argent. Et puis la grande opposition plus philosophique pour le coup, qu'on retrouve chez les Romains aussi, c'est l'opposition entre l'osium et le négocium. C'est-à-dire, en gros, pour aller très très vite, la gestion de la maison, du domaine, du foyer, enfin de toutes les activités qu'on peut faire chez soi, et la gestion de tout ce qu'on fait à l'extérieur, c'est-à-dire la politique, les affaires, marchander, mais aussi aller voir des amis à l'extérieur, toutes les activités de sociabilité, les procès, les termes publics, enfin tout ce que tu veux. Et en fait, bon, c'est pas du tout aussi hermétique que ça, mais généralement les femmes sont plutôt dans l'osium et les hommes plutôt dans le négocium. Il y a des exceptions, notamment le fait d'écrire. Les écrivains sont justement c'est le moment où ils sont dans l'osium et où ils travaillent depuis chez eux, enfin ils écrivent leurs mémoires, ils travaillent leur œuvre philosophique, etc. Donc c'est pas tout à fait le même rapport. Et en fait à l'intérieur du négocium, il y a des activités qui sont plus ou moins bien vues. Et typiquement, il y a l'idéal en fait du citoyen grec ou romain, c'est de ne pas avoir à travailler. C'est-à-dire de pouvoir vivre de ses rentes, de vivre de son domaine et d'avoir des clients ou des esclaves qui travaillent pour lui. Et donc, le travail, l'argent est bien vu,
mais le travail en lui-même est mal vu. Et ce qu'on appelle travail, c'est vraiment le fait de travailler la terre ou d'avoir une activité artisanale. Quand on fait de la politique, par exemple, c'est pas un problème. Quand on est avocat, c'est pas un problème. Quand on fait on satisfait aux obligations militaires, c'est pas un problème. Mais quand on se retrouve à aller bosser, c'est bosser vraiment en dur, quoi. Quand on fait le prolo du Péloponnèse, c'est pas facile. Et je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment tout au long de l'Antiquité, tout autour du bassin méditerranéen. C'est un peu une constante, non? Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Surtout, je dirais peut-être encore plus sur. Enfin, je pense que tu as des gens qui. C'est clair que personne ne se revendique comme étant un travailleur avant tout. Tu vois, ça, c'est vraiment une Ouais. vision très moderne, Ouais, il marxiste, n'y a pas de tout ce que tu veux. prolétariat en fait, autant au sens comme on le dit aujourd'hui, quoi. Il n'y a pas de classe laborieuse consciente d'elle-même, quoi. Bah alors, t'en as quelques-uns. En gros, c'est les ilotes, c'est les Ouais, esclaves, c'est tous ces gens-là. Et à de rares exceptions près, je pense à un certain Ésope et à quelques autres de ses copains, mais vraiment, ils se comptent sur les doigts d'une main. Globalement, c'est des gens qui nous ont laissé à peu près aucune trace. Enfin, je veux dire, ouais. De voilà, toute façon, les ilotes, ils meurent à 25 ans en général, donc si tu veux, ça va vite, quoi. voilà. Par contre, là où je suis d'accord avec toi, c'est que en fait, c'est vrai que